Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, au programme de nouvelles découvertes et questions sur le numérique. Par exemple, connaissez-vous un jeu de fantaisie qui surfe sur la vague, la folie du football, la vague du numérique, et également la robustesse de la blockchain. Alors il s'appelle Sorare et attire aussi bien les stars du foot que de la tech. J'interviewerai l'un de ses créateurs, Nicolas Julia, qui est à mes côtés. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons de l'humain bionique. Quelles sont les dernières prouesses réalisées dans cette discipline, les prochains défis à relever? Qu'en est-il des interactions homme-prothèse? Le bionique est-il la promesse d'un humain optimisé, amélioré? Demain, nous aurons les témoignages de 2 chercheurs et du premier homme bionique de France. Et puis nous aurons rendez-vous avec le Luxembourg qui a annoncé le lancement d'un GovTech Lab pour l'avenir des services publics. Avant de conclure par une innovation qui pourrait vous donner une idée de cadeau de Noël, mais pour 2021. Alors tout de suite, place à l'interview avec vous, Nicolas Julia. Vous êtes PDG et cofondateur de Sorare, un jeu de fantasy football dans lequel les joueurs peuvent s'échanger des cartes numériques, évidemment, des cartes de collection officielles des clubs ou des joueurs. Alors, cette idée a permis d'embarquer déjà pas mal de stars du foot, des clubs de premier niveau également, et puis des investisseurs non moins en vue. On peut citer par exemple Partech ou encore Kima Venture. Qu'est-ce qui explique que vous ayez créé une telle attraction avec un jeu de cartes numériques ? Bonjour déjà, merci, c'est une bonne question. En fait, la jeunesse du projet, c'est d'abord la techno. Avec mon associé Adrien, on était déjà dans une société blockchain avant. On a découvert un nouveau standard sur une blockchain qui permet de créer de la rareté digitale. Enfin, comme on le sait tous. Donc l'idée a démarré d'abord par la technologie. Voilà, on a vu une techno, en fait, on a vu quelque chose émerger. C'était fin 2017, début 2018, l'émergence de nouveaux standards technologiques, de nouvelles possibilités, qui permet d'avoir des objets numériques rares. En fait, on a toujours pu tout copier sur le web, les photos, les vidéos, la musique. Il n'y a pas cette notion d'unicité sur le web. Et là, pour la première fois, on avait la possibilité de créer quelque chose qui est digital et qui est rare. Donc, on s'est dit, c'est incroyable parce que, collectionner, c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, on fait depuis des centenaires. Même les premières formes de monnaie sont des objets de collection. Et en fait, là, on peut grâce à ça, collectionner sur le web. Donc, on s'est dit, ça, c'est incroyable. Mais ça pourrait être encore mieux si on y ajoutait des images qui résonnent auprès du grand public. Donc, l'image de joueurs de foot, on est 2 gros fans de foot. Donc, on s'est dit, voilà, on aurait des objets rares et sous licence officielle qui résonnent avec beaucoup de gens dans le monde. Donc, ça c'était top. Mais au-dessus de ça, on a voulu ajouter une valeur d'usage, de la sorte qu'on n'ait pas uniquement des objets numériques rares sous licence officielle, mais en plus qu'il y ait une valeur d'usage, qu'on puisse les utiliser tous les jours dans un jeu et que ça nous engage sur des années et on l'espère sur des décennies. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée du projet. Qu'au début, effectivement, on crée un nouveau produit sur un nouveau marché, donc c'est un peu un objet bizarre. Et puis au fur et à mesure, on a eu beaucoup de, surtout les fans, les clients qui sont arrivés de plus en plus nombreux, et puis derrière, du coup, les investisseurs, etc., qui sont intéressés au projet. Et puis donc aujourd'hui, on en est là. Après 1 an de lancement, on fait déjà. Mais c'est ça, le lancement, c'était octobre 2019 en version bêta. Voilà, fin 2019, on s'est lancé en bêta. Là, en novembre, on vend 1 million d'euros de cartes par mois. On a tiré des investisseurs, comme vous le disiez en intro, de premier plan, en France avec Partech, en Allemagne avec Venture. Il y a Kima qui nous suit depuis le tout début aussi. On a des champions du monde du foot au Capital, comme André Charleux. Donc voilà, on va dire que c'est un début qui est super encourageant. Sur les chapeaux de roue. Ouais. Alors, il se passe des trucs dingues. Moi, j'ai appris qu'il y avait un joueur Sorare qui a pu acheter une carte digitale donc de Mbappé à 59 000 euros. Ouais, comment est-ce possible ? En fait, pour peut-être revenir sur ce que je disais en intro sur la rareté digitale, en fait, on crée un peu une nouvelle classe d'objets de collection, une nouvelle classe d'actifs, et le fait. Voilà, donc cette carte en question, c'est la carte unique de Kylian Mbappé, qui est une icône du foot, et c'est la version unique sur cette saison. Donc elle est très puissante dans le jeu, et puis elle a cette... Pour tous les joueurs, il n'y a qu'une seule version de la carte ? Alors pour tous les joueurs, il y a plusieurs versions de la carte, il y a différents niveaux en fait de rareté. Il y a la carte unique, des cartes super rares à 10 éditions, des cartes à 100 exemplaires. Donc voilà, on décline comme ça, de telle sorte qu'il y ait des cartes qui soient très rares, d'autres qui le soient moins, qu'on puisse toucher des millions de fans aussi avec... Ça dépend quoi de sa tenue
La rareté de la carte, tous les joueurs vont avoir le même nombre de cartes. Ensuite, en fait, le design de la carte va changer selon sa rareté. Donc, si c'est une carte unique, elle va avoir un design particulier. Elle va avoir une puissance particulière dans le jeu. Donc, elle va avoir des attributs qui lui sont propres, en fait, propres à sa rareté. C'est pas lié aux joueurs. Pas lié aux joueurs. Voilà. Tous les joueurs sont mis en avant de manière identique. Donc, tout le monde a le même nombre de cartes, etc. Après, effectivement, des joueurs plus connus qui sont plus forts sur le terrain, ça reste un jeu de fantasy où il y a un lien avec le terrain. Les joueurs qui sont plus désirés vont peut-être se vendre pour plus cher, quoi. Voilà. Alors, comment on arrive à 50 000 €? En fait, après, c'est comme sur eBay, on vend aux enchères ces cartes-là. Donc, les enchères, c'est le jeu de l'offre et de la demande, en fait. Donc, voilà, il y a une demande qui a été importante. Donc, beaucoup de monde qui ont essayé d'obtenir cette carte et qui ont enchéri respectivement jusqu'à atteindre ce prix-là, quoi. Donc, et ça se paye argent comptant? Comment ça voilà, donc c'est vraiment comme sur une enchère sur eBay, une enchère à l'anglaise. Donc, ça se paie. Donc, évidemment, la personne qui remporte l'enchère. On ne s'échange pas des bitcoins, quoi. C'est voilà, des non, euros. Alors après, on accepte différents moyens de paiement. Donc, il y a la carte bleue qui est le moyen majoritairement utilisé. On peut payer avec d'autres formes de monnaie digitale aussi, mais voilà, principalement aujourd'hui, ça reste. Et là, ce joueur qui a dépensé cet argent fou, il compte quoi, la revendre? Alors, on a deux profils en fait. On a le collectionneur qui achète et qui pense qu'en fait, on va créer une marque culte autour des objets de collection rares, et donc il se dit ok, peut-être que dans 10 ans je serais très content d'avoir cette collection là. Et après on a le joueur qui veut l'utiliser dans le jeu et progresser dans le jeu. Et donc, ce joueur-là, elle a déjà utilisé dans le jeu. Donc, pour l'instant, j'en ai l'impression qu'il l'utilise. La majorité de nos personnes sont quand même des personnes qui ont envie de jouer aux jeux de fantasy et qui ont envie d'utiliser ces cartes-là dans le jeu, quoi. Et alors, l'utilité de la blockchain et l'intérêt de la blockchain, c'est que ça pérennise cet achat, par exemple? Ouais, ça pérennise cet achat. En fait, ça apporte, on va dire, 3 choses principalement. La première, c'est la rareté digitale. On l'a déjà évoqué. Donc, pour la première fois, on peut avoir un objet digital qui est rare. La deuxième, c'est que cet objet digital-là, je le possède comme je possède un objet physique. C'est-à-dire qu'en fait, dans les jeux, vous avez sans doute entendu parler de Fortnite, de FIFA, tous ces jeux-là, en fait, où des gens dépensent beaucoup plus que ces sommes-là, ne possèdent rien, en fait. C'est-à-dire que si j'achète une skin sur Fortnite ou quelque chose dans FIFA, je peux pas le sortir du jeu, je peux pas le revendre, je le possède pas vraiment. Nous, on dit, en fait, si j'achète quelque chose dans un jeu, je dois pouvoir le revendre, je dois pouvoir le posséder vraiment. Et avoir un certificat d'authenticité. Avoir un certificat d'authenticité, donc savoir quelle est sa provenance, quelle est sa rareté, etc. Donc tout ça, ce sont des attributs de la blockchain qu'on utilise et qui résonnent énormément avec les joueurs qui, en fait, dépensent beaucoup d'argent dans les jeux depuis des décennies, mais ne possèdent rien, en fait, puisque si le jeu s'arrête, ou s'ils veulent le revendre, ou s'ils veulent sortir leurs biens, ils peuvent pas le faire, en fait. Donc on rend du pouvoir aux joueurs, et je pense que ça explique aussi une partie de l'engouement qu'il y a autour de tout ça. Et donc vous avez les grands clubs de foot, on a cité Mbappé, mais là vous avez signé il y a 2 jours avec l'Inter de Milan. Voilà, on vient d'annoncer l'Inter Milan, c'est le 105e club maintenant qui nous rejoint. On a déjà signé avec le Paris Saint-Germain, l'OM en France et le Bayern en Allemagne. Donc voilà, on commence à avoir les plus grands clubs au monde qui font partie de l'aventure, donc c'est super encourageant, c'est un jeu mondial. Et pour eux, c'est un nouveau business aussi? Pour eux, c'est un nouveau business, je pense que c'est la première chose. Donc en fait, on crée un nouveau marché avec eux, on permet de monétiser et donc d'ouvrir une nouvelle ligne de revenus, et donc c'est quelque chose qui les intéresse surtout par les temps qu'on traverse et que traverse l'industrie du foot. Et puis ça leur permet d'exposer leur marque sur des nouveaux marchés. Nous, on est très présents aux États-Unis et en Asie, qui sont des marchés qui intéressent beaucoup en fait les clubs européens, en fait. La France, c'est que 20% de nos revenus, donc on a été depuis le premier jour en fait présents sur des marchés qui les intéressent, quoi. Aux États-Unis également? Aux États-Unis notamment, ouais. Donc aux États-Unis qui est notre première source de revenus. Pourtant, ils ne sont pas très fans de foot, foot à l'européenne. Ouais, voilà. Alors c'est pas encore au niveau des autres sports, mais c'est le sport qui croît le plus vite. C'est le sport qui est le plus joué par les jeunes. Et il y a une énorme culture du fantasy. Le principe du fantasy foot vient des États-Unis, en fait, de sports comme le baseball. Notamment. Fantasy, juste pour ceux qui suivent pas, c'est jeu de cartes, en fait. Alors fantasy, c'est le lien avec le monde réel. Fantasy, c'est si je prends Kylian Mbappé qui marque 2 buts, je marque des points parce qu'il a bien joué sur le terrain. D'accord. Le fantasy, c'est vraiment ce lien avec le monde réel. Donc nous, c'est un mix
entre le jeu de cartes que vous mentionnez et le jeu de fantasy. Donc j'achète ma carte, je la mets dans un jeu, et si le joueur joue bien, je marque des points. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Pour revenir sur cette idée de blockchain qui permet de sécuriser les achats, de valoriser un actif numérique, est-ce que vous voyez se développer un avenir commun entre le monde du jeu vidéo et de la blockchain ? Alors, on voit complètement se développer un avenir commun. Donc, on a de gros acteurs, et notamment Ubisoft est un peu aux avant-postes. Ils s'intéressent de très près, ils ont lancé des prototypes sur le sujet. Donc, il y a de l'intérêt de très gros acteurs, d'acteurs plus émergents comme nous, avec des jeux qui commencent à prendre auprès du grand public. Donc, c'est un des cas d'application. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça parle au grand public, en fait. Nous, on voulait amener ça, la blockchain, au très grand public. On en entend parler depuis des années, il y a beaucoup de choses qui se disent, plutôt vraies, plutôt fausses, mais voilà, il y a beaucoup de buzz autour de ça. Nous, on voulait quelque chose de concret, avec un apport de valeur clair, et qui parle à des dizaines de millions de personnes. Voilà, c'est ça qu'on avait envie de réussir, quoi. Merci beaucoup, Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorare. Merci. Nous, c'est l'heure de revenir au monde bien réel et physique, avec les progrès en robotique bionique. Génération bionique, l'avenir. Alors, derrière ce titre, de nombreuses questions sur cette discipline, ses progrès et le futur de l'homme. Je les poserai à Nathanaël Jarassé, qui est chargé de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, l'ISIR, de Sorbonne Université, et également à Fabrice Sabre, artiste photographe, connu notamment pour être le premier Français greffé d'une main artificielle, ainsi qu'à Renaud Ronce, professeur de robotique à l'Université catholique de Louvain, qui sont connectés avec nous en visio aujourd'hui. Alors Nathanaël Jarassé, on va démarrer ensemble. Vous gérez un projet qui s'appelle Smart Arm, et dont le principal fer de lance, on va dire, est une prothèse qui a été développée pour le Cibathlon 2020. Cibathlon qui a eu lieu un peu plus tard que prévu, dans des conditions particulières liées à la crise Covid-19, mais qui a eu lieu, et qui est une compétition où les concurrents sont en situation de handicap, mais autorisés justement à utiliser des assistances bioniques. Alors parlez-nous de cette prothèse, de ce bras intelligent, et de la raison pour laquelle ça a donné lieu à plusieurs années de recherche. Oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, nous travaillons depuis des années au laboratoire sur le développement de nouvelles aides techniques pour aider le geste de personnes en situation de handicap ou la mobilité. Et donc, une des problématiques qui nous intéresse beaucoup, c'est celle de l'amputation et du contrôle des prothèses. Parce que les prothèses, au-delà de l'image, en fait, d'une technologie très avancée, le matériel a beaucoup évolué, mais les possibilités de le contrôler et de ressentir au travers d'une prothèse restent très limitées. Et donc, la difficulté, c'est cette interaction entre l'homme et sa prothèse. Tout à fait. Une prothèse n'est pas un robot autonome qui prend des décisions, qui agit automatiquement, mais vraiment un système qui est un outil sous votre contrôle. Et la grande difficulté actuellement, c'est de donner un plein contrôle de cette prothèse aux patients. Et donc, depuis des années, nous développons des approches de contrôle qui utilisent des technologies dites myoélectriques, de contraction des muscles, qui est une technologie ancienne, mais qui a abouti maintenant au dialogue avec la prothèse via une sorte de code Morse assez compliqué à utiliser, vers des approches beaucoup plus naturelles et intuitives qui exploitent les mouvements du corps qu'on a développés depuis certaines années. Et donc, ayant développé ce genre de technologie-là, on s'est dit qu'il était intéressant de montrer au monde, au grand public, en fait, les possibilités qu'ouvraient ces technologies. Donc, on a monté une équipe pour participer au Cibathlon, pour montrer que finalement cette technologie était mature, montrer les problématiques d'amputation haute, parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup. L'amputation haute, c'est des amputations où beaucoup d'articulations sont manquantes, par exemple l'amputation de bras, la désarticulation d'épaule, etc. Et donc nous avons monté une équipe avec notre pilote, Christophe Huchette, un ancien sportif handisport, pour participer à cette compétition. Et ça a fonctionné? Les résultats ont été à la hauteur de vos espérances? Les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. On a fini 10e sur 13, ce qui est un résultat assez modeste. Mais il se trouve que pour nous, c'est très encourageant parce que nous étions l'équipe avec le niveau de handicap le plus important. La compétition est très axée sur la dextérité manuelle, digitale, donc manipulation de petits objets. Et donc, digital, c'est-à-dire tactile. Voilà, exactement. Tous les concurrents... Ici, ça a plusieurs sens dans SmartTech. Tout à fait.
tous les concurrents étaient amputés d'avant-bras ou de mains, alors que notre concurrent, notre athlète était amputé au-dessus du coude. Non, en fait, il est né sans un avant-bras, une agénésie de bras, mais il n'avait pas de coude, donc il a une prothèse très sophistiquée, très complexe, avec des mouvements plus réduits, plus limités que les autres participants. Donc c'est un score qui est honorable pour une première participation. Alors justement, on va donner la parole à Fabrice Sabre. Bonjour. Bonjour. Donc on vous présente comme le premier homme bionique de France. Alors je me demandais si vous trouviez cela un peu abusif comme terminologie, l'homme bionique, ou est-ce que au contraire vous vous dites non, c'est vraiment, il y a une réalité parce que ça transforme la manière d'être ou d'évoluer en tant qu'humain. Alors ça transforme beaucoup de choses. Alors premier homme bionique de France, c'est parce que j'ai été le premier à être appareillé avec une prothèse polydactyle que notamment votre invité plateau Nathalie Jarassé, que j'avais déjà rencontré pour Paris Science, je ne sais pas s'il se rappelle, avait vu. En fait, quand j'ai eu la prothèse la première fois, on m'a demandé ce que j'avais ressenti et j'ai toujours pas de mots 6 ans plus tard. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de définition propre à proprement parler parce que c'était en même temps bouleversant, c'était grisant. Il y a des côtés qui étaient frustrants, il y a des côtés qui étaient réjouissants, des côtés qui étaient pénibles. Donc voilà, donc c'était un peu compliqué à gérer dans ma tête. Et par contre, le fait que j'ai eu cette prothèse en premier sur le territoire français a créé une sorte d'engouement et de découverte aussi auprès du grand public sur la possibilité, en fait. Les gens, quand ils voyaient ça, on était passé de la science-fiction à la réalité, en fait. Et ça a provoqué beaucoup de choses par la suite. Oui, puis en plus, ça a été vraiment une histoire collective, puisque vous êtes passé par une campagne de crowdfunding pour obtenir cette première prothèse bionique. Oui, alors c'était les balbutiements du crowdfunding à l'époque, en 2012-2013, et c'était un peu l'aventure, parce qu'on ne savait pas trop, quand je dis on, je parle de ma famille et de mes proches et tout ça, on ne savait pas trop où ça allait aller. Et en fait, c'est tombé au mois de décembre 2013 cette histoire et ça a vivoté, on va dire, ça a pas trop mal marché. Les gens se disaient tiens oui pourquoi pas, etc. Et quand on est arrivé début janvier, il y a eu un effet déclencheur, c'est que je suis passé en premier sujet sur le 12-13 sur une chaîne concurrente présentée par Samuel Etienne à l'époque. Et en fait là, ça a fait un bond phénoménal. Et en fait, les objectifs qu'on avait placés sur 90 mois ont été faits en 70 jours. Sur 90 jours ont été faits en 70. Ah oui, il y a le pouvoir de la télé encore. Ça coûte combien une prothèse ? C'est quoi ? Une prothèse, ça coûte combien ? 20, 30 000 ? Ça dépend des modèles. C'est un peu comme les voitures, on va dire. La première que j'ai eue était aux alentours des 35 000 euros et après la deuxième est autour des 25 000. Alors il y a une chose qui s'est passée entre la première et la deuxième, c'est que la sécurité sociale a permis de pouvoir rembourser à 100% pour les personnes qui étaient dans mon cas. Et je suis un des petits maillons qui a fait que ça a permis d'avoir des dossiers de sécurité sociale pour les personnes qui sont dans la même situation que moi, autant au niveau de l'avant-bras que du bras, etc. Alors, je vais me tourner vers Renaud Ronce, professeur de robotique à l'Université catholique de Louvain. Bonjour, Renaud Ronce. Bonjour. Vous, plutôt que bionique, vous parlez de biorobotique. C'est le terme que vous avez choisi pour qu'on comprenne que c'est de la robotique inspirée de la nature. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de recherche ? Est-ce que ça veut dire qu'on fait du biomimétisme, par exemple ? Parce que c'est un sujet dont on parle souvent, nous, dans Smartech. Alors moi, j'aime mieux le terme bio-inspiration que biomimétisme. Ça veut dire qu'on va plutôt essayer de recopier les principes, de s'inspirer des principes, que vraiment de recopier comment ça fonctionne. Par exemple, Nathanaël a évoqué tout à l'heure le problème du contrôle d'une prothèse d'avant-bras. Je pense que dans son contrôleur, il ne va pas aller mettre chaque petite fibre du muscle comme dans le muscle naturel. On va plutôt s'inspirer des principes de la coordination du mouvement pour essayer de les transposer dans un dispositif artificiel. Et alors vous avez développé un prototype de prothèse jambe-cheville. Quelle a été la prouesse réalisée ?
Alors notre objectif, donc la différence, je dirais, entre le membre supérieur dont on a parlé jusqu'à présent et le membre inférieur, c'est que la caractéristique principale du membre inférieur, c'est la puissance. Donc on doit vraiment propulser le corps quand on marche, encore plus quand on monte un escalier. Donc il y a vraiment cette notion de puissance mécanique qu'il faut délivrer. Et si on veut ne pas devoir mettre des gros moteurs dans la prothèse, des gros éléments de transmission, mais il faut vraiment réfléchir à la façon d'agencer cette prothèse pour qu'elle transmette la puissance qui est nécessaire à la locomotion avec des éléments relativement compacts. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc on a essayé de faire une prothèse très compacte, très légère. Vous voyez qu'elle tient en fait dans le volume de la chaussure, et pour être tout à fait honnête, il manque encore la batterie, donc pour le moment la batterie est en dehors de ce volume. Elle tient dans le volume d'une chaussure et elle permet néanmoins de retrouver des niveaux de puissance qui sont similaires à celles d'une cheville naturelle. Et alors on parle quand même de la puissance équivalente à celle d'une petite voiture, pour vous donner une idée. Donc on est vraiment dans des gammes de puissance qui sont très importantes au niveau de la cheville humaine. Nathanaël Jarassé, là on voit des exemples, en fait vous travaillez sur des corps qui ont besoin de ces prothèses, mais est-ce que l'objectif c'est de travailler sur un homme optimisé, augmenté? Je pense qu'il faut faire vraiment la part dans les des labos choses. de recherche. On évoque souvent la thématique de l'homme augmenté. Il y a un vrai décalage avec ce qu'on fait qui n'est peut-être même pas de l'ordre de l'homme réparé. En fait, nous développons des outils technologiques, robotiques, pour essayer d'améliorer le quotidien, les possibilités de personnes en situation de handicap. Mais de là à pouvoir clamer, ne serait-ce qu'on les répare, qu'on ramène leur corps à un niveau auparavant d'un accident ou d'une certaine normalité de capacité, c'est déjà un peu dépasser les capacités qu'on a actuellement. Donc, mais vous ne travaillez pas du tout, la question c'était aussi, est-ce que vous travaillez avec des demandes parfois d'hommes qui voudraient augmenter leur puissance? On voit les travaux qui existent autour des exosquelettes par exemple. Est-ce qu'il y a à ce niveau-là du travail de la bionique pour augmenter l'homme, l'améliorer? Il y a du travail, il y a un domaine de recherche qui explose, qui est celui de la wearable robotics, donc de robots revêtus, intelligents, de systèmes qui ne s'apparentent plus forcément à des robots, mais des vêtements intelligents avec des capteurs, des actionneurs, etc. Et qui s'intéresse à un nouveau domaine qui est celui de la santé, mais la santé des biens portants. Le but étant non pas forcément d'augmenter, cette époque où on pensait pouvoir augmenter les capacités, la force, etc., l'endurance, est un peu révolue. On est revenu sur beaucoup de projets qui finalement, faut bien savoir que la question d'augmentation, elle est un peu débattue autour de qu'est-ce que c'est qu'augmenter. Il faut définir une normalité et dire que ce qui est au-delà, c'est augmenter. Mais augmenter, il faut augmenter sur tous les tableaux pour peut-être parler d'augmentation. Quand vous tenez un marteau et que vous enfoncez un clou, vous êtes augmenté localement pour envoyer de l'énergie dans un mur, mais vous êtes diminué pour plein d'autres tâches. Et pour les dispositifs robotiques, on est un peu dans la même situation. On sait faire des dispositifs qui vont augmenter peut-être localement un peu vos forces. Il y a des prothèses de main qui serrent très fort, il y a des lames de course qui permettent de courir très vite, mais elles vont vous handicaper pour d'autres tâches. Vous n'allez pas pouvoir faire des tâches de manipulation fine, vous n'allez pas pouvoir faire du vélo, de la grimpe, de la nage. Et donc, cette notion d'augmentation, il faut faire attention, faut la mettre en relation avec l'évaluation de la performance. C'est comme d'ailleurs les robots aujourd'hui qu'on fabrique. Tout à fait. Ont des missions très spécifiques. Ils peuvent être excellents comme les intelligences artificielles dans leur domaine, mais pas forcément généralistes. Et on a une tendance à généraliser, c'est-à-dire que quand une IA bat un joueur humain sur, par exemple, un jeu d'échecs, on a une tendance à généraliser que les IA sont plus intelligentes que l'humain. C'est pas le cas. Alors d'ailleurs, l'ISIR, j'ai noté que c'était un des plus importants labos qui était dédié à la robotique et à l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que vous travaillez beaucoup sur ces interactions homme-machine. Qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé dans ce domaine avec l'émergence de l'IA ? Ce qui a changé dans notre domaine, par exemple pour celui des prothèses et des exosquelettes, c'est qu'on se sert des technologies d'IA pour personnaliser les dispositifs et pour, si vous voulez, faire que la machine s'adapte plus à l'humain plutôt que l'inverse. Pendant longtemps, ça a été à l'humain d'apprendre à se servir d'un dispositif robotique, apprendre à faire tel type de contraction, tel signal de contrôle. Et avec l'IA, avec le machine learning notamment, on arrive à développer des algorithmes qui vont regarder comment la personne fait et qui vont apprendre ça pour finalement se conformer au fonctionnement de la personne. C'est-à-dire qu'il leur donne un degré d'autonomie ? Oui, c'est-à-dire qu'on facilite le dialogue en personnalisant automatiquement par des techniques d'IA le dispositif d'assistance. Donc on ne parle pas encore d'autonomie.
ne parle pas encore d'autonomie parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ces prothèses ne sont pas vraiment des robots autonomes ou ces exosquelettes, vous en avez le contrôle. Et donc, il y a vraiment l'humain qui est en bout de chaîne et qui va donner l'ordre de marcher, de saisir tel objet, etc. Donc, la problématique de l'autonomie, de la responsabilité, elle ne se pose pas vraiment. On n'est pas dans le cadre d'une voiture autonome ou de ce genre de dispositif. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on fait en automatique, finalement. Tout à fait. Et c'est un des vrais problèmes. Oui. C'est-à-dire que quand vous saisissez des objets, vous avez envie de penser à l'objet, d'amener votre main vers, mais vous n'avez pas envie de penser que votre coude doit se lever de 30 degrés, Exactement. votre poignet tourner. Donc on est dans cette difficile équilibre entre laisser la prothèse en partie automatique et malgré tout garder le contrôle, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de finalement ne pas pouvoir agir sur son corps quand on le veut. Je voudrais revenir à Fabrice Savre et à votre témoignage. Comment est-ce que vous contrôlez, vous, votre prothèse? Vous avez beaucoup de fonctionnalités? Alors, ce qu'expliquait Nathanaël Jarassé, en fait, c'est des systèmes de capteurs bioélectriques, donc c'est pas une greffe à proprement parler. Hein. Ça, faudra poser la question à Nathanaël. On a eu une grosse discussion là-dessus, d'ailleurs, sur les implants nerveux. Et en fait, ces capteurs sont contrôlés par les muscles de la face interne et externe de l'avant-bras, et suivant ce code Morse, comme il a expliqué, on va pouvoir faire des ouvertures, des fermetures, changer de mode. Et donc pouvoir par exemple faire une prise de main pour serrer une main, ou alors pour ouvrir une porte, ou alors pour prendre un objet juste à deux doigts, etc., etc. La technologie justement a beaucoup progressé parce qu'il y a des nouveaux systèmes qui arrivent qui sont un peu plus complexes en termes de compréhension des impacts musculaires qu'on a non plus sur la face interne et externe mais sur l'ensemble de la masse musculaire qui peut être sur le membre sectionné. Et après, sur les différents types de prothèses, on va avoir différents aspects. Par exemple, on va avoir des prothèses qui vont être plus rapides, d'autres qui vont être plus résistantes et d'autres qui vont être plus fortes. Donc après, c'est un choix. C'est un peu comme quand on arrive au supermarché, on se demande quel est le type de produit qu'on va prendre pour être plus content, on va dire. Ou choisir ses lunettes. Mais est-ce que c'est fatigant? Vous la portez pas en permanence, votre prothèse? Alors, je l'ai portée quasiment en permanence pendant 5 ans et demi, 6 ans. Et puis là, on a dû revoir un peu la copie parce que je me suis trop musclé au niveau de l'avant-bras. Et donc, ça pose des problèmes de place par rapport à l'emboîture. Parce qu'en fait, on a une emboîture qui elle-même est accrochée à l'avant-bras. Et dans l'avant-bras, il y a tout le système de batterie. Il y a une motorisation pour le poignet. Ce qu'on appelle la pronosupination. Et après, on a la main qui est là. Donc, il faut pouvoir contrôler tout ça. Et en fait, la fatigue, elle n'est pas que physique, elle est aussi mentale ou cognitive, j'allais dire, parce que dans mon cas, moi, j'ai pas eu de prothèse pendant 36 ans, et du jour au lendemain, je me retrouve avec une deuxième main, et il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer à avoir de nouveaux gestes, être spatialement dans son environnement. Quand j'ai eu la prothèse la première fois, j'avais l'impression d'avoir un bloc de béton de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, et en fait, je savais pas où mettre le bras. Et je savais pas comment servir, pourquoi m'en servir. Par exemple, pour des gestes tout bêtes, ne serait-ce que manger, par exemple, il m'a fallu à peu près une petite année pour vraiment bien contrôler le fait de pouvoir tenir couteau, fourchette pour pouvoir manger. Pour faire mes lacets à deux mains, il m'a fallu quasiment la même période. Alors après, une fois qu'on est dedans, c'est très pratique, mais c'est des efforts qui sont extrêmement violents et qui doivent être encadrés. Et c'est un peu d'ailleurs l'erreur que j'ai faite à l'époque, c'est que normalement, on a des ergothérapeutes, des orthoprothésistes, de la médecine rééducative et tout ça. Et comme moi, j'étais passé un peu à côté du circuit standard, j'ai tout fait tout seul. Et ça m'a un peu fatigué, pour tout vous dire. Alors, Renaud Ronce, à l'UC de Louvain, vous avez, c'est très pluridisciplinaire. Vous avez notamment, j'ai vu des philosophes et des juristes qui travaillent sur ces prothèses bioniques. Ça pose quel genre de questions ? Alors oui, comme on est une université, évidemment, on touche à toutes les disciplines, et en ce compris les sciences humaines. Certains de mes collègues s'intéressent aux conséquences sociétales, aux conséquences éthiques de l'émergence de ces technologies, dans ce qu'elles changent dans la relation à soi-même, dans la relation à son médecin éventuellement, et puis bien sûr dans la relation aux autres. Vous travaillez aussi sur, tous, j'imagine, sur la question des sensations. Comment est-ce qu'on fait pour restaurer la sensation d'avoir un membre ? Est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés récemment dans ce domaine ?
Il y a eu des progrès énormes qui ont été réalisés par quelques équipes pionnières en Europe et aux États-Unis et qui consistent en fait à aller stimuler les nerfs au niveau du moignon, donc au niveau de l'amputation, stimuler les nerfs sensoriels, c'est-à-dire les nerfs qui envoient au cerveau, au système nerveux, l'information sensorielle. Ça a surtout été développé pour le membre supérieur parce que cette notion est très très importante évidemment dans la manipulation d'objets. Quand on touche un objet, on sent aussi cet objet pour voir si on ne le casse pas, si on le serre suffisamment, etc. Jusqu'à présent, je pense que, en tout cas au mieux de ma connaissance, ce qu'on a fait nécessite encore de sortir les câbles par la barrière de la peau. Donc on peut aller implanter des électrodes au niveau des terminaisons nerveuses, mais on doit encore sortir le câblage de ces électrodes par la peau, en fait, au travers de la peau, ce qui fait que ce ne sont pas des solutions pérennes. On ne peut pas équiper quelqu'un de cette technologie-là pour plus de 3-4 mois. Nathanaël Jarassé, on arrive pratiquement à la fin de ce débat. Comment vous voyez l'avenir de la bionique ? Est-ce que ça va passer, ça a été évoqué notamment par Fabrice Sabre, par des implants ? Qu'est-ce qui évolue là ? La tendance, elle va à l'implanter. Il y a peut-être une fascination pour l'hybridation et pour l'image en fait de l'homme, de la fusion homme-machine. Donc on a des technologies d'électrodes implantées, oui, des technologies d'ostéo-intégration par exemple qui sont de plus en plus développées où on va vous connecter la prothèse à une tige métallique montée dans l'os pour avoir une connexion au squelette. Je ne sais pas si c'est forcément la bonne direction à prendre parce que comme Renaud l'a évoqué, il y a des problématiques techniques, éthiques autour de l'implantation, autour de la visibilité à long terme qu'on n'a pas encore. En tout cas, c'est un domaine qui va se développer. Pourquoi ça poserait davantage de questions éthiques de passer par un implant ? Parce qu'un implant, en fait, c'est beaucoup moins anodin. Il y a un acte chirurgical, il y a un potentiel dommage au corps qui déjà peut-être a été abîmé par un accident. Quand vous allez faire une chirurgie, elle peut être avec des séquelles. Le système ne peut peut-être pas être retiré ou il peut y avoir des inflammations, des conséquences, etc. Donc c'est pas anodin. C'est la responsabilité du patient. Tout à fait. Mais c'est aussi la responsabilité des chercheurs et des médecins de ne pas proposer tout de suite des technologies pour lesquelles on n'a pas de visibilité à long terme, malgré l'engouement que ça peut susciter. Donc en tout cas, le domaine de la bionique ou de la recherche en robotique d'assistance et wearable, bio-inspiré, etc., elle a beaucoup d'avenir. Elle va passer sûrement pas seulement par l'assistance au handicap, mais par une généralisation, ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, au grand public, aux travailleurs, avec des exosquelettes par exemple pour soulager le port de charge, pour réduire les troubles musculo-squelettiques, limiter la fatigue. Et ce genre d'ouverture du marché va, je pense, bénéficier aussi au monde de l'assistance aux handicapés qui ont des problèmes en général de transfert de technologie. C'est des petits volumes. Donc les technologies de laboratoire mettent beaucoup de temps à être transférées par des industriels. Le fait qu'on arrive à généraliser certaines technologies au grand public pourrait avoir un effet de levier assez important. On a vu passer, je crois, des images de HumanKit. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de dire finalement le projet c'est moi, c'est mon corps, j'ai des briques technologiques, je m'en empare, je travaille avec et autour. C'est une démarche très importante, fondamentale, et je connais bien cette association et Nicolas Huchet, et c'est une démarche intéressante parce que le développement d'aide technique et de réparer le corps, c'est un travail qui ne doit pas seulement être fait par des chercheurs, des scientifiques ou des médecins, mais aussi par les personnes directement concernées. Fabrice l'a évoqué tout à l'heure, ça reste encore de porter une prothèse un choix. Quel type de prothèse, quelle technologie, qu'est-ce que vous voulez en faire ? On n'a pas d'objet polyvalent qui fasse tout, donc il faut choisir. Et la recherche a des fois tendance à s'écarter du besoin initial des gens. Il n'y a pas plus expert de son handicap que la personne en situation de handicap. Et donc de les réinclure dans l'innovation, de leur permettre de se réparer aussi, de participer à ce processus-là. C'est quelque chose de très important, psychologiquement, socialement, éthiquement et technologiquement. Juste d'un mot, Renaud Ronce, je me posais aussi la question des neurosciences, parce qu'on n'a peut-être pas encore abordé ce sujet, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais vous faire réagir là-dessus. Est-ce qu'on sait parfaitement comment fonctionne le mouvement, comment notre cerveau contrôle notre corps ? Non, pas du tout. C'est vraiment un domaine de recherche qui est encore très actif. Je pense même qu'on est encore un peu dans les balbutiements de ce domaine de recherche. Et donc, c'est très important pour nous, roboticiens, de dialoguer avec nos collègues qui sont dans ce domaine-là. Parce que, bien sûr, si on veut réparer
comme Nathanaël l'a évoqué, on doit d'abord comprendre. Je pense que beaucoup de chercheurs, dont lui et moi faisons partie, sont des gens passionnés par le dialogue avec les neurosciences, justement pour fermer cette boucle entre la compréhension et la réparation. Merci à tous de nous avoir aidés à mieux appréhender l'ensemble des problématiques autour de cet humain et de ces prothèses bioniques. On voit que c'est très pluridisciplinaire. Merci Renaud Ronce, professeur de robotique à l'Université catholique de Louvain. Merci Fabrice Sabre, artiste photographe, et Nathanaël Jarassé, chargé de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, l'ISIR, de Sorbonne Université. Nous, juste après la pause, on part au Luxembourg, où le gouvernement se lance dans une initiative à l'esprit très start-up pour accélérer encore la digitalisation des services publics. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et pour retrouver notre rendez-vous au Luxembourg avec nos voisins très très geeks d'ailleurs du Luxembourg. Nous sommes connectés pour cela avec Charles-Louis Machuron, fondateur de Silicon Luxembourg. Bonjour Charles-Louis. Bonjour Delphine. Alors l'événement tech de ces derniers jours chez vous, c'est l'annonce par le gouvernement de la création d'un GovTech Lab. Alors en quoi ça consiste ? Alors effectivement, depuis une semaine maintenant, le gouvernement et surtout le ministère de la digitalisation, représenté par le ministre délégué Monsieur Mark Hansen, a lancé le GovTech Lab au Luxembourg. Donc c'est une initiative et un organisme qui vise à digitaliser, finalement à numériser le gouvernement et les services publics. Donc GovTech, voilà, ça peut vraiment être traduit par les technologies qui vont aider, en tout cas favoriser l'évolution du gouvernement vers un gouvernement digital. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y avait un problème de digitalisation de ces services publics qui n'était pas forcément à la hauteur au Luxembourg ? Disons plutôt que les services sont déjà très très digitaux au Luxembourg, puisqu'on peut faire énormément de démarches en ligne. Par contre, les derniers mois, c'est vrai les derniers mois ont révélé qu'il y avait une forte demande et un fort besoin de digitaliser encore plus les procédures. Si je prends un exemple, les démarches administratives sur le site myguichet.lu, qui est vraiment le site qui permet de faire toutes ces démarches en ligne. L'année dernière, il y a eu un peu plus de 550 000 demandes qui ont été faites via ce site-là. Et cette année, qui n'est pas encore finie, il y a déjà eu plus de 1 600 000 démarches qui ont été faites. Donc, il y a une véritable volonté de digitaliser encore plus toutes ces procédures pour l'ensemble des citoyens et des résidents au Luxembourg. Oui, et on voit que c'est une vraie nouvelle priorité, visiblement, pour le Grand-Duché, puisque cette annonce tombe aussi après la création, 2 jours après, je crois, d'un comité interministériel sur la digitalisation des services publics. Est-ce que vous savez déjà quand est-ce que sera lancée cette plateforme GovTech Lab ? Alors la plateforme en elle-même est déjà en ligne, donc sur govtechlab.lu, et le premier challenge a été annoncé aussi la semaine dernière, et l'appel à candidature dure jusqu'au 4 janvier. Ce premier challenge s'appelle Bye Bye Robot. L'objectif, c'est vraiment de trouver un nouveau système de vérification en ligne qui mette fin au CAPTCHA. Vous savez, ces petits bots où on vous demande de dire si vous n'êtes pas un robot, de rentrer une série de chiffres ou d'identifier une image. En fait, le gouvernement et le CTIE, qui est le Centre des technologies de l'information de l'État, ont remarqué que de nombreuses démarches et procédures étaient abandonnées à cause de ce CAPTCHA. Donc, l'idée de ce challenge, c'est pour les startups, pour les entreprises, c'est de trouver une nouvelle solution plus humaine. Donc, on parle plus de robots pour faciliter l'identification des personnes qui font la procédure, donc pour éviter que ces bots arrêtent les démarches. Donc c'est vraiment le premier challenge qui est proposé et dont la date de fin des candidatures est début janvier. Et donc c'est le gouvernement qui lance des challenges et qui invite les startups à proposer leurs solutions. Tout à fait. Voilà, l'idée c'est vraiment chaque année, il y aura peut-être 2-3 challenges qui seront lancés par le gouvernement et par le ministère de la digitalisation. Et l'objectif, ça va vraiment être d'identifier des points clés pour le gouvernement
pour permettre de digitaliser quelques parties des démarches en ligne pour les citoyens. Ça peut être aussi, par exemple, ils ont quelques idées. Il y a rien encore de défini pour les prochains challenges, mais ça peut être, par exemple, d'avoir un système de phone bot pour que certaines démarches, certains renseignements puissent être donnés directement par téléphone pour mieux aiguiller les citoyens. Il y a énormément d'idées. Très rapidement, je voulais avoir une précision. Est-ce que ce sont seulement les startups luxembourgeoises qui sont invitées à participer à ces challenges ? Est-ce que ça va être une préférence nationale ? Alors, pas du tout. Le Luxembourg, donc déjà, est au cœur de ce qu'on appelle la grande région. Donc, France, Belgique, Allemagne sont les pays frontaliers. Et donc, ce GovTech Lab est aussi ouvert aux startups non luxembourgeoises, aux entreprises qui pourraient proposer la solution. L'idée, c'est d'essayer de favoriser, de montrer que l'écosystème digital peut répondre justement à ces challenges. Donc voilà, si c'est une start-up, je sais pas moi, par exemple, qui vient de Metz, qui propose une solution intéressante, ou voilà, ça pourra tout à fait rentrer dans le cadre de ce GovTech. Donc il y a vraiment quelques projets qui seront sélectionnés pour ce premier challenge, au maximum 5. Le risque, c'est quand même de se retrouver avec des GAFAM. Alors, le risque, ça peut être de se retrouver avec des GAFAM. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même un jury qui va déterminer les candidats sélectionnés. Donc, c'est un jury qui est aussi représenté par des personnes qui viennent aussi des ministères à Luxembourg, du Centre des technologies de l'information. Donc, c'est eux aussi qui vont prendre les décisions des startups, en tout cas, ou des projets qui seront retenus. Donc il y a vraiment un jury qui va d'abord faire cette présélection avant de pouvoir lancer cette phase de prototypage, de proof of concept, et ensuite d'intégration, parce que ce qui est très important de préciser, c'est que vraiment la startup ou le projet retenu sera intégré concrètement dans quelques mois. On arrive vraiment au bout de cette chronique, et je sais que vous vouliez garder juste quelques secondes pour la dédier à quelqu'un d'important dans votre écosystème start-up luxembourgeois. Oui, tout à fait. Bon, nous avons appris la triste nouvelle dimanche dernier que Jérôme Grandidier, donc qui était le président de la Fédération luxembourgeoise des startups, qui était vraiment un self-made man, multi-entrepreneur, fondateur de startups comme MySardine, d'entreprises technologiques, voilà, nous a quittés suite au Covid. Donc j'avais vraiment envie de lui dédier cette rubrique. Il y a eu énormément de commentaires et d'hommages qui lui ont été rendus sur les réseaux depuis dimanche. Voilà, donc je voulais saluer aussi tous les efforts qu'il avait fait pour l'écosystème startup au Luxembourg. Merci beaucoup pour lui. Merci Charles-Louis Machuron aussi pour vos infos sur ce qui se passe au Grand-Duché, fondateur de Silicon Luxembourg. Donc on va terminer avec la découverte d'une console de jeux de société. À quoi ressemblera demain ? Alors aujourd'hui, Cécilia Sévry, depuis son lieu de confinement, a choisi de nous parler d'une innovation française, ludique, créée par la société Wizama. Aujourd'hui Delphine, je vous présente une technologie qui pourrait bien réconcilier deux générations, celle des jeux vidéo et celle des jeux de société. Il s'agit de Square One, c'est une console de jeux de société. Elle ressemble à une tablette, mais on peut y jouer avec des cartes, des dés et des pions, et même avec des figurines pour les jeux les plus ambitieux. Alors ça se présente comme un plateau de jeu, mais il n'y a qu'à l'allumer et là un écran apparaît, un écran numérique et tactile de 19 pouces. Tous les accessoires sont équipés d'un capteur pour créer un véritable jeu interactif. Ils sont reconnus par la console grâce à la technologie NFC RFID. Et puis ces objets vont pouvoir prendre vie sur la surface pour créer véritablement une expérience de jeu augmenter, et c'est ça l'idée ici. Alors pour le dé, c'est une autre technologie qui est sollicitée, c'est l'imagerie. Ça a été un petit peu plus compliqué à développer. Wizama a créé un socle avec à sa base une vitre, et sous cette vitre il y a une caméra qui est positionnée. Alors comme l'image captée par cette caméra est assez déformée, il a fallu créer un algorithme pour apprendre à la console à déchiffrer la face du dé qui est tombée sur la vitre. Mais ça marche aujourd'hui à 99%, et on peut même y lancer plusieurs
plusieurs dés et des dés de différentes formes. Alors ce qui change avec ce jeu de société, avec les jeux de société traditionnels, c'est qu'ici la prise en main est beaucoup plus simple. Plus la peine de lire des modes d'emploi pendant plusieurs heures, ni de se disputer avec les membres de sa famille pour déterminer les règles. Ici ça marche avec la même simplicité qu'un jeu sur smartphone par exemple, et puis l'écran affiche un feedback pour guider les joueurs de façon intuitive. Et puis côté jeu, on va pouvoir retrouver sur cette console les jeux de notre enfance, puisque Wizama vient de signer tout juste un partenariat avec Ravensburger. Mais ils seront augmentés ces jeux-là, même les jeux classiques, parce qu'il y a des possibilités et qu'il faut les utiliser qu'offre l'alliance du numérique et du tactile. Et puis les fans de jeux de rôle aussi y trouveront leur compte, puisqu'ils pourront voir véritablement prendre vie leur personnage grâce à l'écran. On va pouvoir y jouer à plusieurs, mais aussi seul, ce qui est intéressant pour les fans de deck building par exemple. Et puis en plus, il y a les cinématiques très appréciées dans le secteur des jeux vidéo qui seront valorisées par cet écran. La société investit aussi pour agrandir ce catalogue dans des petits studios indépendants pour proposer ses propres jeux de société sur écran. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez vous connecter sur le store de Square One grâce à la Wi-Fi et acheter donc de nouveaux jeux et des nouveautés. Mais grâce à cette Wi-Fi, vous pourrez aussi jouer en ligne avec vos amis. Alors par contre, il va falloir être un petit peu patient pour lancer des parties de jeu chez vous, parce que si le développement du produit est prêt, la production, elle, n'est pas pour tout de suite. Wizama boucle dans quelques jours une campagne Kickstarter, et pour la somme de 499 €, vous pourrez acheter un de ces produits avec 10 jeux inclus à l'intérieur, mais la livraison, elle, n'est pas prévue avant fin 2021. Voilà Delphine, on se retrouve demain pour parler d'espace, et tout de suite, c'est le Lab. Merci Cécilia Sévry. Alors juste après, on la retrouve Cécilia dans le Lab Startup. J'espère que vous aurez apprécié ces nouvelles découvertes autour de l'humain bionique, autour des nouveaux jeux. Ça vous a inspiré sans doute pour des cadeaux de Noël. Moi je vous dis à demain, on se retrouve pour de nouvelles discussions sur la tech.